bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui sur ce webinaire programmé par le réseau Périnatalité Occitanie sur la périnatalité et les violences avec les enjeux de santé et de repérage. Bienvenue à tous et merci du nombre d'inscrits sur ce webinaire. Alors, en premier lieu, on vous rappelle les modalités du webinaire. Les micros et les caméras sont inactivés par défaut et vous pouvez poser des questions sur l'onglet questions-réponses, et elles seront abordées en fin de la présentation. Voilà. En fin de session également, vous aurez un questionnaire sur une enquête de satisfaction à propos de ce webinaire. Et ce webinaire sera disponible en replay dans les prochains jours. Alors, en préambule, un petit mot sur le pôle parcours périnatal du réseau Périnatalité Occitanie qui organise aujourd'hui ce webinaire. Le pôle parcours périnatal auquel j'appartiens aujourd'hui accompagne les professionnels de la périnatalité à l'optimisation du parcours de la femme, du coparent et de l'enfant durant les 1000 premiers jours avec une coordination, un accompagnement et de la formation, d'où ce webinaire aujourd'hui. Un petit rappel sur quelques actions du pôle, sensibilisation, information auprès des professionnels de la périnate, des actions régionales à destination des usagers avec des créations d'outils, des actions par territoire sur l'amélioration des parcours, des formations, etc. etc. On n'est pas exhaustif sur cette diapo, mais voilà. Alors, je vous présente un petit peu les intervenants sur ce webinaire. Monsieur Tixier Jean-Christophe, qui est procureur adjoint sur le tribunal judiciaire de Montpellier, au sein du pôle sur les violences intrafamiliales. Madame Andreu Stéphanie, qui est malheureusement indisponible aujourd'hui finalement et que je remplacerai pour la présentation. Donc, Madame Stéphanie Andreu, qui est sage-femme en PMI dans le 31. Docteur Koninck Béatrice, médecin référent au service passerelle sur le CH de Perpignan, et Madame Aude Abram-Hélène, qui est sage-femme référente vulnérabilité et addiction, également au CH de Perpignan. Et du coup, ce webinaire a été organisé avec la collaboration de moi-même, du coup, mais parce que je prends le relais, Madame Laurence Rochoyan, chargée d'appui administratif sur le pôle santé périnatale et formation du réseau, qui est avec nous aujourd'hui, Monsieur Benjamin Coppel, qui est sage-femme coordinateur, pilote du pôle santé périnatale, et Monsieur Bruno Sfer, chargé de communication au réseau. Alors, avant d'attaquer avec le premier intervenant, pourquoi un webinaire périnatalité violence, enjeux de santé et de repérage aujourd'hui? Prioritairement parce que depuis plusieurs années, les violences faites aux femmes sont enfin visibilisées et pour autant, les professionnels de la santé ont encore un certain malaise à dépister ou orienter les femmes. Ça reste assez compliqué pour un certain nombre d'entre nous. Le besoin de formation continue sous toutes ses formes pour accompagner les professionnels à ce changement sociétal est important et ce webinaire est là pour ça aujourd'hui. Les regards changent sur les violences, les professionnels sont en première ligne et c'est vrai qu'il faut pouvoir savoir passer le relais quand il y a besoin à la police et à la justice et c'est pas toujours facile. Et enfin, dernier point, les approximations peuvent être délétères pour les victimes, tant dans les dossiers médicaux que dans les dossiers judiciaires. Donc là-dessus, c'est vraiment, on essaye d'apporter un petit peu de pierre à l'édifice pour améliorer les pratiques. Alors aujourd'hui, ce webinaire, c'est pour connaître et reconnaître les différents types de violences, pouvoir dépister, orienter et, avec des vraies connaissances. Les violences intrafamiliales ont des impacts obstétricaux et néonataux, on en parlera dans ce webinaire. La question du signalement, modalité, quand, qui, pourquoi, dans quelle démarche globale, sera abordée par Monsieur Tixier, car on sait que ça vous intéresse toujours au plus haut point. Et c'est un thème qui sera quand même beaucoup plus développé sur le webinaire 2 de ce cycle. Et enfin, les liens autour des professionnels de santé se développent, mais ceux avec la justice sont encore trop peu existants et c'est l'occasion aujourd'hui de croiser un petit peu les regards et d'envisager des collaborations peut-être plus simples et plus fluides entre nous. Voilà pour cette petite introduction. Maintenant, le plan du webinaire, les violences, point de vue et réponse de la justice qui sera traité par Monsieur Tixier. Périnatalité, période à risque accru de violence, quelle place pour les professionnels? Donc, c'est moi qui ferai la présentation pour Stéphanie Andreu. Et les conséquences obstétricales et la coordination interprofessionnelle qui sera traitée par les professionnels du CH de Perpignan. Et après, on pourra aborder les questions-réponses que vous pouvez poser au fur et à mesure de l'exposé. Du coup, je passe la parole à Monsieur Tixier sur le premier point, donc les violences, point de vue et réponse de la justice.
Très bien, je vous remercie. Alors, je me représente rapidement, hein, Jean-Christophe Tixier, je suis procureur adjoint dans une division famille au parquet de Montpellier. Une division famille qui s'occupe donc de tout ce qui est violence conjugale, violence intrafamiliale entre ascendants et descendants, mais également des mineurs, c'est-à-dire des mineurs auteurs d'infractions, mais aussi et surtout des mineurs victimes d'infractions et des mineurs qu'on appelle en danger, notamment dans le cadre familial ou dans le cadre social, dans le cadre sportif, dans le cadre hospitalier, etc., etc. Donc, en quelques mots, puisque la mission qui m'est choix est de vous expliquer un peu comment on fonctionne et quels sont les enjeux pour nous de la violence en matière de périnatalité, plus largement d'enfance. Euh, je vais essayer de tenir les 15 minutes. Je voudrais simplement commencer par une distinction qui est une distinction évidente en fait entre la dispute et la violence conjugale. Alors, sur ce motif, vous pouvez vous reporter chacune et chacun à une petite vidéo qui est extrêmement bien faite de Madame Ernestine René sur le conflit dans le couple, qui pose quand même les bases sociales de la dispute et de la violence conjugale au sens plus large. En un mot commençant, une dispute, c'est entre deux personnes d'équilibre égal dans le couple qui se disputent sur un point sans que l'un prenne l'ascendant sur l'autre, ce qui n'empêche pas d'ailleurs que l'un finisse par emporter l'adhésion de l'autre. Mais ce qui est important dans ce terme-là, c'est évidemment le terme adhésion. Et la violence conjugale, qui est l'emprise et l'usage de violences répétées et réitérées de l'un sur l'autre. Alors clairement, la justice ne distingue pas, puisque la justice, elle, ne traite que les conséquences. C'est-à-dire qu'une gifle, un coup de poing, une agression, qu'elle résulte d'un moment de fragilité ou de violence dans une dispute, ou bien qu'elle résulte de quelque chose d'institutionnel dans ce couple, nous, on ne traite que les résultats de la violence. Voilà. On distingue la violence conjugale pour la justice, on distingue plusieurs sortes de violences. La première, celle qui est évidente, c'est la violence physique. Alors cette violence physique, elle va s'exercer par des coups qui sont portés de l'un envers l'autre, ou des menaces d'ailleurs, des menaces avec des armes, ou des menaces de faire ou d'exercer de la violence. Alors cette violence physique, elle est relativement simple à identifier puisque la plupart du temps, elle va se traduire par des constatations médico-légales qui sont systématiques pour les victimes. On va pouvoir constater que telle ou telle personne, en général des femmes, il faut être clair là-dessus, va avoir un certain nombre d'ecchymoses, va avoir des cheveux arrachés, va avoir diverses traces de violence de tous ordres, clairement, qui vont permettre à la justice d'établir la réalité de ces violences. Donc c'est le premier point pour nous, les violences physiques, c'est la manifestation la plus évidente de la violence dans le couple. Et cette violence physique, elle va d'une gifle à des coups répétés et parfois jusqu'au décès du conjoint. Alors, je vous rappelle simplement, parce que peut-être que statistiquement ça vous intéresse, euh, actuellement, les violences conjugales, c'est 92% des violences commises par des hommes sur des femmes. En ce qui concerne les homicides dans le couple, 80% des homicides sont commis par des hommes et 20% par des femmes. Voilà. On est quand même sur un mode opératoire qui est essentiellement masculin, même si même s'il faut un peu comment dire, mitiger ce jugement parce qu'il y a d'autres éléments de violence qui rentrent en compte, mais globalement, la violence physique, elle est essentiellement masculine pour des raisons qui sont évidentes et qui tiennent aussi à une supériorité physique, pardon, pour les guillemets, et c'est pas péjoratif, à l'usage plus fréquent de la force chez les hommes que chez les femmes. Donc ces violences physiques, elles sont relativement faciles à identifier euh, lorsqu'elles atteignent un certain niveau de réalité, de fréquence et d'importance, puisqu'on a des traces physiques. On est dans la même logique sur ces violences physiques pour les violences qui sont exercées sur les enfants. C'est-à-dire qu'on est sur la même logique avec des jeunes enfants qui sont victimes de violences, y compris des nourrissons qui peuvent être victimes, vous le savez, du syndrome du bébé secoué, ou bien de préhension ou de fractures, euh, sur lesquelles on travaille beaucoup avec les médecins légistes qui sont en capacité d'identifier les causes de ces violences et savoir si ça relève d'un accident ou pas. Les violences sexuelles, il faut être très clair là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui se disent, notamment dans les associations. La violence sexuelle, c'est extrêmement compliqué à prouver physiquement. Parce que, sauf sur les très jeunes enfants, ou sauf en cas de violence sexuelle extrêmement violente, euh, en réalité, c'est difficile pour un médecin légiste d'identifier la réalité de viol. Voilà. Pour parler plus spécifiquement des viols,
quand les plaintes ne sont pas déposées dans les jours qui suivent et qu'il n'y a pas eu une violence sexuelle importante, en fait, on a beaucoup de difficultés à identifier la réalité du viol. Donc, on est obligé de l'identifier par d'autres moyens, que ce soit des vidéos, des témoignages, le recueil d'aveux parfois. Mais on est quand même sur des violences qui sont des violences extrêmement importantes, qu'on retrouve souvent dans le couple, mais sur lesquelles il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on a beaucoup de mal à les identifier et beaucoup de mal à les établir. Les violences psychologiques, qui sont aussi très connues, les violences psychologiques aussi, c'est compliqué. Nous, on distingue ce qui est du harcèlement, donc tel conjoint ou ex-conjoint qui, à l'encontre de sa compagne, va l'appeler, lui envoyer des SMS, la suivre, mettre un tracker sous la voiture, etc., de façon à mettre celle-ci en difficulté et la mettre en état d'insécurité. Le harcèlement, la plupart du temps, il s'établit dans les ex-couples. On a énormément d'ex-conjoints, hommes et femmes, qui s'acharnent sur leur ex-conjoint, justement, et pour entraîner des dépressions, pour leur faire du mal, sans recourir à la violence physique. Dans le couple, ces violences psychologiques, elles s'établissent essentiellement par deux dispositifs. Le premier, qui est assez connu et qui fait l'objet de littérature et de films, c'est l'emprise, c'est-à-dire le fait pour un conjoint d'exercer une emprise forte pour sa femme avec un accompagnement de violence qui est souvent en œuvre dans ce dispositif. Et ce qui est plus récent, ce qu'on a identifié, ce que la justice, les sociologues, les psychologues ont identifié, c'est le contrôle coercitif, qui est le fait pour un conjoint de priver son conjoint ou sa conjointe, plus exactement, le plus souvent, de mode opératoire avec l'extérieur. On pense, le contrôle coercitif, il s'établit sur les papiers, il s'établit sur les comptes en banque, il s'établit sur les relations avec l'entourage. Et c'est tout un système d'entrée dans la tête du conjoint, si vous me permettez l'expression, sans exercer nécessairement de violence, mais en fait, par une relative, si j'ose dire, douceur, prendre le contrôle de différents points de sa vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est actuellement en train d'être identifié de façon plus claire. On a parlé d'un projet de loi qui serait de nature à intégrer le contrôle coercitif dans le code pénal. Moi, je ne le souhaite pas parce que clairement, c'est tout un tas d'éléments partiels, partiaux, qui vont devoir tirés par la justice à gauche et à droite, et c'est difficile d'en avoir un texte qui soit clair. Mais en tout cas, que ce soit l'emprise ou le contrôle coercitif, aujourd'hui, ce sont des éléments qui ont été pris en compte par les juridictions et qui arrivent à identifier comment un conjoint va essayer de mettre sous cloche, soit uniquement psychologiquement, soit avec aussi un peu de violence, son conjoint. Dernier point sur les violences psychologiques, c'est une violence dont on ne parle jamais, c'est l'utilisation de l'enfant à titre de violence contre l'ex-conjoint. Notamment, et c'est un cas qu'on retrouve dans beaucoup de cas, c'est ce qu'on appelle les non-représentations d'enfants. Ce dispositif de non-représentation d'enfants, on a un certain nombre de personnes, en général, les personnes qui ont la garde, donc je suis désolé de vous le dire, mais le plus souvent des dames, qui vont essayer de priver le père de tout lien avec l'enfant. Alors, ça prend plusieurs formes, hein, ça prend avec le refus de remettre l'enfant, même lorsque c'est ordonné par la justice, le fait de déménager à 1000 km du conjoint pour s'assurer qu'il ne pourra pas venir. Ça, il y a une vraie problématique là-dessus qui est très, très mal prise en compte par tous, y compris par la justice, parce que c'est extrêmement compliqué d'atteindre un certain degré de gravité. Mais cette violence-là, elle existe aussi d'un conjoint sur l'autre, le priver de voir son enfant ou d'avoir des contacts avec lui. Alors là-dessus, vous me direz que fait la justice. La justice, elle va aborder un certain nombre de ces infractions qui vont lui être déclarées ou pas d'ailleurs, puisqu'on peut s'autosaisir avec des réponses judiciaires. Alors là, il y en a plusieurs qui sont possibles. La première, moi j'ai institué la sanction pénale ou pas, parce qu'il faut comprendre que nous, au parquet, notre objectif quand on est saisi d'une infraction qui est donc dénoncée par tel ou tel conjoint ou tel parent pour des violences qui sont commises sur un enfant, par exemple, notre souci, c'est la preuve. C'est-à-dire que le parquet et le parquet de Montpellier en l'occurrence, nous ne poursuivons des personnes que si nous sommes en mesure de faire la preuve d'une infraction. Alors c'est très compliqué à en comprendre, c'est très compliqué à entendre pour les victimes, mais s'il n'y a pas de preuve d'infraction, on ne va pas pouvoir poursuivre. Et malheureusement, ou heureusement, je ne saurais vous dire, la preuve, elle ne se fait pas uniquement par les déclarations de la victime.
Alors, on entend beaucoup, hein, c'est très à la mode, là, ces temps-ci, sur les violences conjugales, maintenant sur les violences sexuelles sur les enfants, qu'il faudrait sacraliser la parole de la victime. C'est absolument pas possible. C'est absolument pas possible parce que déjà, c'est pas le cadre du droit français. Le droit français impose au procureur de la République et aux forces de l'ordre de faire la preuve des infractions. Et c'est d'autant moins possible que je suis désolé de vous le dire aussi crûment, mais les gens mentent. Donc, nous avons régulièrement des dénonciations qui sont des dénonciations mensongères, qui sont faites par des victimes ou des pseudo-victimes pour des faits de viol, pour des faits d'agression, pour des faits d'agression sexuelle, y compris dans le cadre conjugal ou pas d'ailleurs, et qui sont parfois liés à l'arrivée d'un rendez-vous avec le juge des affaires familiales, qui sont parfois liés parce que à l'obtention d'un appartement, parce qu'elles veulent rester dans l'appartement, etc. Donc ça existe. Alors, c'est pas la majorité des plaintes, hein, soyons bien d'accord, mais c'est quand même suffisamment malheureusement fréquent pour que ce soit pas quelque chose qu'on puisse traiter à la légère. Donc notre travail à nous, c'est de faire la preuve de l'infraction. Et c'est très compliqué. Et on n'ignore pas que de nombreuses victimes n'ont aucune réponse parce que nous ne sommes pas en mesure de faire la preuve d'une infraction. Je pense le plus fréquemment au viol conjugal. Le viol conjugal, c'est quelque chose, comme vous le savez, qui se déroule dans l'intimité et le huis clos d'un appartement. Et seuls l'auteur et la victime sauront ce qui s'est passé. Et à compter du moment où on ne sacralise pas la parole de la victime, à compter du moment où c'est à nous de faire la preuve de cette agression, eh ben, on se retrouve en grande difficulté parce que souvent, il n'y a pas de preuves physiques, il n'y a pas de preuves d'enregistrement, les voisins n'ont rien entendu, les enfants qui peut-être étaient à côté n'ont rien entendu non plus. Et la victime ne s'est pas confiée parce qu'elle avait honte. Et quelques années après, elle décide de parler et on se retrouve en grande difficulté par rapport à ça. Et ça, c'est le principe de notre justice, hein. On ne poursuit que les personnes dont on a la quasi-certitude ou la certitude qui sont l'auteur des infractions qui leur sont reprochées. Alors, nous avons différents types de poursuites, et je passerai vite, qui sont liés en fait aux capacités d'absorption de la justice des dossiers qui nous sont fournis. Le premier, pour les auteurs d'infractions qui sont peu connus et pour des infractions que je qualifierais de basse intensité, ce sont des mesures alternatives. Donc, il n'y a pas de passage devant le juge. On propose ou on impose à l'auteur d'une infraction des mesures réparatrices, des interdictions de contact, des interdictions de paraître au domicile de la victime, des stages sur les violences conjugales ou sur d'autres matières, en espérant que ce soit suffisant pour éviter la réitération. Et la seconde poursuite, c'est la poursuite devant le tribunal. Alors, différents modes, je ne rentre pas dans les détails, où l'objectif du parquet va être d'obtenir une condamnation donc à des peines de prison ferme avec sursis ou d'amende, mais aussi ce qu'on appelle des peines complémentaires, avec des éléments destinés à réparer la victime. Je pense notamment aux interdictions de contact avec la victime, l'interdiction de paraître avec la victime. En matière de parentalité, la suspension ou le retrait de l'autorité parentale de façon à assurer la protection d'une victime et de ses enfants, etc., etc., etc. On a beaucoup, beaucoup de dispositifs à notre disposition, beaucoup trop en réalité, mais on en a beaucoup qui nous permettent d'essayer d'avoir des réponses qui soient le plus efficientes possible pour assurer non seulement la réparation de la société, la réparation de la victime, même si c'est difficile, mais également pour essayer de faire en sorte que l'auteur ne récidive pas. Voilà. Au terme de la protection de la victime, comme je disais, nous essayons d'adapter nos peines à la violence conjugale. Donc, nous avons un certain nombre de dispositifs, donc des dispositifs qui résultent de la peine prononcée par le tribunal. Donc, ce sont les peines que je viens de vous énumérer, hein, des interdictions de contact, des interdictions de paraître, des stages. On peut aussi imposer à un auteur de violence conjugale d'aller se faire soigner de contacter des psychologues ou des psychiatres pour avoir des soins pour l'alcool, des soins pour les stupéfiants, parce que je rappellerai quand même que dans 70% des cas, les toxiques, alcool et stupéfiants sont présents en matière de violence familiale, que ce soit sur la conjointe ou sur les enfants. Donc, on a un vrai enjeu sur la gestion de ces problématiques toxicologiques. On a également des dispositifs qui sont des dispositifs contraignants. Je pense notamment au bracelet anti-rapprochement où il s'agit d'imposer à un condamné pour des violences conjugales un bracelet qu'il va devoir porter avec une interdiction d'entrer dans un périmètre de sécurité identifié auprès de la victime qui elle-même a l'équivalent d'un téléphone portable, qui la géolocalise en temps réel et qui permet de savoir où se trouve l'auteur et où elle se trouve, et donc d'assurer sa protection.
C'est la même chose avec le téléphone grand danger, où on peut donner ce téléphone à des femmes pour une période de 6 mois à 1 an, qui leur permettent d'appeler alors les forces de l'ordre pour faire court, dès qu'elles sont en situation de grand danger. Et ce qui permet d'avoir des interventions immédiates ou quasi immédiates de la part des forces de l'ordre, puisque c'est une intervention prioritaire. Donc ça va beaucoup plus vite que le 17 en réalité, hein. Mais c'est un dispositif qui est aussi efficace et qui surtout permet à des victimes de violences de réintégrer l'espace public. C'est-à-dire qu'avec ce téléphone, avec le bracelet, ça leur permet de ressortir en sachant qu'elles sont protégées. Et c'est quand même important, puisque souvent, vous le savez, quand on a été victime de violences importantes en matière conjugale, elles ont peur de sortir, elles ont peur de reprendre une activité normale, de reprendre une activité sociale. Et donc, tous ces outils-là, ils sont là pour les aider. Et ça fonctionne plutôt pas mal, il faut le reconnaître. Et dernier point, je l'ai marqué dans ce petit plan qui vous est proposé, c'est le suivi des conjoints violents en détention. On ne veut plus que les hommes qui ont été condamnés pour des violences conjugales sortent de détention sans que les victimes soient au courant. Donc, on a mis en place tout un dispositif de façon à assurer un suivi de ces hommes-là en détention pour s'assurer qu'ils ne réitèrent pas. Parce que parfois, sachez-le, il y a des téléphones en détention. Donc, je crois que c'est un secret pour personne en réalité. Et donc, ils profitent de la détention pour continuer à harceler leurs victimes. Et nous, on a tout ce dispositif pour essayer de travailler aussi à des sorties qui soient le plus efficientes possible, et notamment parfois, quand c'est besoin, de demander au juge d'application des peines des réincarcérations quand il ne respecte pas un certain nombre d'obligations. Donc, ce sont tous ces dispositifs qu'on met en place. Je suis désolé, je vais très vite, hein, mais le temps m'est compté. Je finirai simplement sur une petite conclusion sur la protection de l'enfance. Du point de vue de la justice, alors, 2 points, l'ordonnance de placement provisoire, c'est quelque chose qu'on met régulièrement en œuvre avec les hôpitaux, puisque vous avez parfois des personnes enfin des dames qui vont venir accoucher, euh, des mamans donc avec de grosses problématiques toxicologiques, de grosses problématiques sociales, dont on sait d'ores et déjà qu'elles ne seront pas en mesure d'assurer l'éducation de l'enfant. Donc, nous, on est saisi par les hôpitaux en urgence, en collaboration avec l'aide sociale à l'enfance, pour pouvoir placer immédiatement ces enfants dans un délai qui est très rapide, puisque nous, une ordonnance de placement provisoire, entre le moment où on nous la demande et le moment où on l'accorde, il peut se dérouler moins de 3 heures. Donc, ça permet de confier d'ores et déjà un enfant à l'aide sociale à l'enfance en attendant qu'un juge des enfants soit saisi pour voir quelles sont les meilleures possibilités pour cet enfant. Est-ce qu'on peut le donner à un tiers de confiance, les grands-parents, le père, par exemple, ou bien est-ce qu'on peut le remettre à un autre organisme, voire les placer en foyer, ce qui n'est pas une solution idéale, mais qui au moins permet d'assurer la protection de cet enfant. Ce dispositif, il existe également pour tous les enfants en réalité, hein. Dès qu'on a des enfants qui sont victimes de graves violences, on est en mesure de prendre une ordonnance de placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance, de façon à assurer la protection de ces enfants. Dernier point, j'en aurais terminé, on protège les enfants également tout au long de leur minorité, puisque lorsqu'il y a des signalements qui sont moins graves, si j'ose dire, avec tous les guillemets qui s'imposent, des signalements pour des problématiques entre les parents et les enfants, des problématiques d'éducation. Nous, on travaille beaucoup avec l'aide sociale à l'enfance. On a beaucoup de signalements de la part des professionnels, de l'ASE, de l'éducation nationale, encore une fois du CHU, qui nous permet d'ordonner des enquêtes sociales et éventuellement de saisir des juges des enfants pour assurer des mesures de suivi de ces familles-là et assurer cette protection des enfants. Voilà, j'ai fini, j'ai tenu 18 minutes, mais vraiment j'ai essayé de faire au plus court. Je suis désolé si j'espère que c'était pas trop roboratif, c'était très rapide. En ce qui me concerne, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me suis engagé à répondre à toutes les questions que vous pourriez poser, y compris les plus polémiques si vous le souhaitez, parce que moi je n'ai rien à cacher sur notre activité, surtout ces temps-ci. Voilà, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et encore une fois, j'espère n'avoir pas été trop pénible et trop long à suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Tixier. Ouais, les questions, on verra sur la fin du webinaire, mais n'hésitez pas effectivement à interroger chacun d'entre nous sur les sujets qui vous intéressent aujourd'hui. Donc, je prends le relais à la place de ma collègue. Donc, moi, je suis Florence Coste, sage-femme. Voilà, et j'ai aussi un DU de prise en charge des violences faites aux femmes. Donc, c'est pour ça que je me permets de remplacer un petit peu Stéphanie, parce que voilà, j'ai une formation qui me permettra aussi de répondre à certaines de vos questions éventuelles.
Alors, ce deuxième chapitre, ça concerne la période de la périnatalité, qui est une période à risque accru de violence, et quelle place pour les professionnels dans ce cadre-là. Alors, les enjeux autour des violences au sein du couple ont été décrites par l'HAS, donc la plupart d'entre vous doivent le savoir, mais je me permets de faire quelques rappels, notamment sur le fait que la grossesse et le postpartum sont des périodes à risque majoré pour les violences. 40% des violences conjugales débutent lors de la première grossesse, ça ce sont des chiffres connus également. Et on sait que le risque est multiplié par 2 pendant la grossesse et il peut être multiplié par 3 si la grossesse n'était pas désirée. Donc c'est quand même des périodes effectivement qui sont quand même un petit peu à risque accru. Enfin, pendant la grossesse, on connaît aussi le phénomène de levée des amnésies traumatiques. Donc, c'est des périodes à risque aussi de réviviscence au niveau des patientes. Et les impacts des violences sont majeurs sur la santé maternelle, avec des traumatismes, sur des impacts sur la santé mentale et l'état psychologique de la patiente, des complications obstétricales également. Mais les impacts concernent également la santé fœtale et néonatale et le lien d'attachement mère-enfant. Donc, dans ce contexte-là, la sage-femme est en première ligne lors de la grossesse, bien évidemment, puisqu'il y a des consultations répétées, un lien de confiance avec les femmes. Donc, c'est vraiment une porte d'entrée pour les patientes. Mais en réalité, tous les professionnels de santé sont concernés par le repérage des violences faites aux femmes. Le repérage et puis l'orientation éventuellement de ces femmes. Donc ce repérage justement, quelques rappels, parce que je pense que c'est pareil, il y a assez d'informations sur le sujet. Avoir en tête que les violences concernent tous les milieux, ce n'est pas l'apanage des milieux sociaux défavorisés, ce qui entraîne que le repérage doit être systématique. Il faut que le professionnel de santé soit prêt et prête à accueillir des révélations à tout moment. Alors, c'est vrai que ça peut des fois paraître fou et qu'on va être sujet à des révélations à un moment inopiné, mais il faut y être prêt. Ne jamais rien imposer dans les révélations, on n'est pas là pour faire une enquête. Ouvrir une porte en questionnant, ça c'est important, mais le professionnel doit respecter le rythme de la patiente. C'est vraiment important d'avoir en tête que c'est la femme qui décide le moment le meilleur moment pour elle de parler. Et j'ai remis un petit peu le cycle de la violence que vous connaissez aussi parce qu'il y a quand même de multiples formations sur le sujet. Mais c'est vrai que c'est un cycle qu'on connaît avec la lune de miel où tout se passe bien, une période de tension où ça commence un petit peu à être un petit peu moins confort dans le couple, puis une crise avec de la violence qui peut être verbale, économique, psychologique, tout ce qu'on veut, une justification pour expliquer le passage à l'acte et notamment pouvoir éventuellement culpabiliser la femme, et puis le retour à la lune de miel. Et ceci, on le sait, il se répète et ça s'accélère au fur et à mesure. Alors au niveau de la posture professionnelle, parce que c'est souvent ce qui nous met en défaut au niveau des soignants, savoir écouter de manière active, empathique, mais sans jugement, c'est pas toujours facile face à des révélations qui sont parfois difficiles. Pouvoir observer aussi, c'est très important dans la posture, observer ce qui se passe dans le temps de la consultation, les interactions du couple, un repli d'une patiente, au contraire une volubilité excessive, le comportement des enfants parfois, parce que souvent elles viennent consulter avec des enfants, ça peut nous alerter sur des signes un petit peu, des signaux un peu alertants. Cependant, il faut respecter le rythme et les choix de la femme. Certaines peuvent faire des révélations, mais ne pas vouloir aller porter plainte. On n'est pas là pour juger, on est là pour informer et orienter et pouvoir discuter. Il faut pouvoir respecter le refus de la parole également. Ça peut faire partie quand on suspecte des violences, et je pense que là, tout le monde se retrouvera là-dedans. Ne pas insister ne pas pousser la patiente à faire des révélations. Si c'est pas son moment, ce n'est pas son moment. Dans ce cas-là, il faut vraiment pouvoir laisser des ressources à disposition, ouvrir les portes de la parole, mais sans imposer en fait de parler maintenant, tout de suite. Valoriser la parole et légitimer les ressentis. En tant que soignant, vous pouvez croire la patiente. Vous avez le devoir même de la croire. Vous n'êtes pas, comme le disait Monsieur Tixier, peut-être qu'elle mente, c'est pas à vous de savoir si elle ment ou pas. Vous n'êtes pas ni la police ni la justice. Elle vous fait une révélation, vous acceptez cette révélation et vous la prenez comme telle, brute.
Et c'est important aussi pour vous et aussi pour la femme de reformuler systématiquement ce qu'elle vient de vous dire pour valider ses paroles et être sûr d'avoir bien compris de quoi il s'agissait. Alors, j'ai mis une petite note sur le cas particulier de la visite à domicile. C'est toujours un petit peu un moment délicat d'aller à domicile. Vous n'êtes pas en milieu neutre, vous allez chez la dame et vous êtes dans un espace d'intimité qui peut donner des soupçons, des indications sur des potentielles violences, mais enfin, même si vous avez un rôle à jouer, alors évidemment, sur le signalement, si l'enfant, s'il y a des personnes en danger, etc., bien évidemment, mais c'est vrai que c'est un moment un peu particulier, la visite à domicile, et on est un peu sur la tangente, justement, entre repérage, révélation et inquiétude du soignant. Alors en pratique, c'est pas facile. Le principe clé, dépister systématiquement des violences, même sans signe d'alerte. On l'a vu, il y a des dames qui peuvent donner le change, ça concerne tous les milieux. Donc chez toutes les femmes en général, et en particulier chez les femmes enceintes et dans le postpartum, pouvoir interroger. Il faut pouvoir être à l'aise avec poser la question des violences. Et poser la question des violences, c'est plus facile si vous faites des questions ouvertes. C'est plus facile de libérer la parole. Des questions ouvertes, simples et directes. Comment ça se passe à la maison? Est-ce que vous avez des disputes? Et comment ça se termine? Etc. Comment vous réglez les conflits? Enfin, voilà. Et toujours préciser que cette question, elle n'est pas adressée spécifiquement à cette femme, mais que vous la posez à tout le monde. Ça permet de peut-être répondre aujourd'hui non, mais la prochaine fois, peut-être qu'elle dira quelque chose. Et c'est important d'instaurer un moment particulier, donc c'est un temps avec la patiente seule. Ça, c'est important de pouvoir l'avoir seul à seul. Instaurer un climat de confiance, de bienveillance, pas de jugement évidemment. Pouvoir utiliser des outils qui peuvent vous accompagner. Il y a, à ce niveau-là, il y a l'auto-questionnaire WAST, le violentomètre que vous connaissez, la roue de l'égalité et du contrôle que je vous ai mis à côté à disposition. Et puis, il faut respecter la temporalité de la femme. En fait, c'est pas forcément la vôtre, c'est la sienne. Il faut respecter ça. Elle a le droit de revenir vous voir quand elle veut, et elle a le droit de faire les choses comme elle le ressent. Alors ensuite, pardon. Les signes d'alerte à repérer, donc les signes somatiques, des douleurs inexpliquées, des lésions répétées, des consultations répétées aux urgences, ça peut vous alerter. Des signes psychiques, de l'anxiété un petit peu excessive, de la dépression, des troubles du sommeil, des conduites addictives, ça c'est pareil, c'est un petit peu des signes qui peuvent révéler qu'il y a un inconfort à la maison ou des violences, qu'elles soient psychologiques ou physiques, mais ça peut vous alerter. Des signes gynéco-obstétricaux, c'est des IVG répétés, par exemple, ça peut alerter. On sait que les contextes d'IVG, ça peut révéler des violences. Des grossesses non désirées, des IST, des infections sexuellement transmissibles, pareil, et des douleurs pelviennes. Et là, on arrive à un sujet un petit peu délicat, c'est que dépister n'est pas suspecté systématiquement. Tous les signes que je viens de vous énumérer ne sont pas spécifiques des violences, ce serait trop facile. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu délicat de pouvoir faire le tri dans tous ces signes. Mais en tout cas, l'avoir en tête que ça peut évoquer des violences vécues. Alors ensuite, une fois qu'on a fait du repérage, c'est essentiel évaluer les risques immédiats. Est-ce qu'il y a un danger? Et là, je vous ai mis la grille d'évaluation du danger qui est sur le site du ministère de l'Intérieur et qui est un outil initialement pour les forces de l'ordre, justement pour pouvoir faire le tri sur le danger immédiat et des mesures à prendre. Mais ça peut vous servir en tant que soignant. Évaluer l'emprise du partenaire, l'isolement de la femme, interroger sur la présence d'enfants au foyer. Est-ce que du coup, ça nécessite un signalement à ce niveau-là ou pas? Et interroger aussi sur les ressources personnelles. Est-ce qu'elle a accès à de l'argent? Est-ce qu'elle a une famille qui peut l'aider? Est-ce qu'elle a des amis? Voilà, juger un petit peu dans quel environnement elle évolue pour pouvoir envisager éventuellement la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est la sécurisation. Si vous pensez qu'il y a besoin d'une sécurisation, donc proposer une mise à l'abri si c'est nécessaire, en mesure urgente. On sait qu'il y a des mesures là-dessus. Informer sur le 3919, qui est le numéro d'appel pour les violences faites aux femmes. Pouvoir envisager un plan de sécurité. Et là-dessus, vous avez le site Déclic Violence qui propose un plan de sécurité ou sur lequel
on envisage justement où est-ce que je peux aller en urgence, comment je peux faire, qui je préviens, où est-ce que je mets en sécurité mes documents. Vous avez aussi la plateforme Mémo de vie, qui est une plateforme associée à France Victime, qui permet, alors là c'est une appli que vous pouvez, qu'elles peuvent télécharger sur leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur, et qui permet de colliger un petit peu un journal où elle peut marquer les événements, noter son état de stress ou pas au quotidien finalement. Ça permet de faire une évaluation au long cours. Mais il y a un espace pour déposer les documents de manière sécurisée, parce que certains vont pouvoir prendre des pièces d'identité, par exemple, pouvoir stocker une pièce d'identité, un RIB, enfin voilà, tout un tas de documents perso, une rubrique contact utile pour avoir des numéros d'appel éventuellement, et la bibliothèque aussi, pareil, qui sont des ressources. Donc tout ça, ça permet d'envisager un départ. Si c'est pas pour aujourd'hui, ce sera peut-être plus tard, mais en tout cas, c'est pour aider la femme à élaborer des stratégies. Alors l'orientation ensuite, donc là je vais être assez brève parce que ce sera traité sur le chapitre 3 de ce webinaire, mais elle doit être pluridisciplinaire, on ne peut pas rester seul. Et la coordination, c'est pareil, elle fera l'objet d'un développement ensuite. Quoi qu'il en soit, il est indispensable de s'assurer que les violences révélées soient accompagnées et coordonnées, et ça c'est un temps long. Et il est nécessaire de connaître le réseau de son secteur, que ce soit le réseau associatif, professionnel, judiciaire, etc. C'est important que vous connaissiez vers qui vous pouvez vous tourner en cas de révélation de violence et d'accompagnement d'une patiente. Donc, nous, on est de l'hôpital de Perpignan. Donc, moi, je suis Béatrice Connach, je suis gynéco-obstétricienne. Et depuis 4 ans, on a monté une structure avec toute une équipe, une structure hospitalière avec l'impulsion de l'ARS et qui s'appelle Passerelle. En fait, le but de Passerelle, c'est de devenir à terme une maison des femmes. Et donc, du coup, on est surtout, Passerelle, c'est vraiment pour s'occuper des violences conjugales. Et donc, on s'occupe que des femmes majeures et on les rencontre dans un service hospitalier. Donc, on est dans l'hôpital et l'idée, c'est de pouvoir aider les personnes, les personnels soignants qui veulent repérer les femmes et savoir un petit peu vers qui les adresser pour que ce soit un outil, une facilité, qu'on puisse intervenir au sein des services, ou alors c'est les femmes qui descendent nous voir sur le rez-de-chaussée de l'hôpital, dans le hall de l'hôpital, et qu'on puisse comme ça faire un lien assez facile et assez rapide avec les différents services hospitaliers, et puis aussi, comme c'est actuellement le webinaire, sensibiliser les équipes, et on fait une fois par mois, on fait des petits topos en interne, enfin des topos de mes journées pour expliquer ce qu'il a bien, enfin, ce qu'il a été fait sur le webinaire, on fait aussi en interne. Voilà. Et moi, je suis Hélène Odabram et donc je suis sage-femme en coordination vulnérabilité et addiction au CH de Perpignan. Voilà. Donc, on va commencer, on va vous parler du coup des conséquences obstétricales et de la coordination interprofessionnelle autour des violences. Vous avez récupéré le diaporama normalement, non? Oui, oui. Voilà. Deux, trois diapos sur ma présentation, mais c'est pas grave. Je vous laisse attaquer. Alors,
Donc, comme vous l'avez dit, les violences, elles peuvent être exacerbées ou apparaître au moment d'une grossesse, même si la grossesse a été désirée par monsieur et madame. Et donc, du coup, effectivement, c'est un moment de privilégié, en fait, pour pouvoir repérer ces violences et pouvoir en parler et pouvoir proposer une aide. Donc, effectivement, c'est une opportunité, le repérage. Et on sait très bien que les conséquences, elles sont à la fois sur la mère, il y a des conséquences in utero, donc chez le fœtus, et après, bien sûr, sur l'enfant à naître. Donc, juste pour rappeler quelques chiffres, mais je suppose que vous les connaissez, en fait, il y a une femme sur 10 qui déclare subir ou avoir subi des violences conjugales. Donc, violences conjugales de tout type, hein, ça peut être psychologique, physique, sexuelle. Pendant la grossesse, en gros, il y a 2% des femmes qui vivent des violences physiques. Donc, ça fait 2 femmes sur 100, en gros, une femme sur 50 qui vit des violences physiques. Effectivement, ces violences conjugales débutent dès la première grossesse. Elles ne s'arrêtent pas après la grossesse, elles continuent. Les violences psychologiques sont les plus nombreuses, mais enfin, il peut y avoir aussi des violences physiques, sexuelles. Voilà. Donc les conséquences sur la femme, c'est qu'effectivement, bah, il y a un stress chronique et qui a des conséquences importantes sur tout son organisme. Bon, quelle que soit ta période de vie, bah, ça crée de l'anxiété, de la dépression. Et très souvent, c'est des femmes qui, quand c'est des grossesses, quand c'est des grossesses débutantes et que le conjoint change de comportement, c'est aussi à ce moment-là, on a beaucoup de femmes qui viennent nous rencontrer pour faire une interruption volontaire de grossesse. Parce qu'il y a un changement du partenaire qui les déstabilise énormément et donc elles ne veulent pas de grossesse dans ce contexte. Bah, du coup, le stress, bah, il y a un stress post-traumatique qui peut apparaître, des consommations à risque où elles se tournent vers un moyen de fuir ces violences, qui peuvent être le tabac, l'alcool ou les drogues plus ou moins dures. Et c'est des femmes qui peuvent aussi ne pas avoir un suivi de grossesse adéquat ou avoir un déni de grossesse au départ ou parfois pas de suivi de grossesse choisi ou des femmes qui ont des rendez-vous mais qui viennent pas au rendez-vous. Enfin, voilà, c'est en retard. Donc c'est des femmes qui sont un petit peu, ce qu'on peut dire, un petit peu énervantes avec des rendez-vous loupés, des rendez-vous arrivent en retard. Voilà. Et bien sûr, le mécanisme de la violence, hein, elles sont isolées, le conjoint qui les isole, donc un isolement social très important. Donc les violences sont un facteur majeur de risque médico-psychosocial. Donc ça, c'est les conséquences sur la femme, sur son être, voilà, tout son être. Les conséquences obstétricales, alors elles sont multiples et variées. L'effet de stress, le fait de vivre un stress chronique, on comprend aisément qu'il peut y avoir des hypertensions qui apparaissent, donc l'hypertension gravidique. Il peut y avoir aussi un problème au niveau vascularisation du placenta, donc avec des retards de croissance ou ce qu'on appelle les PAG, les petits poids de l'âge gestationnel. Le menace d'accouchement prématuré et la prématurité sont en augmentation chez les femmes qui vivent des violences. Donc, si c'est des violences physiques, très souvent les coups sont dirigés sur le ventre. Donc, on comprendra très bien qu'il peut y avoir des accouchements prématurés, des interruptions placentaires. Voilà. Donc, il y a une augmentation des hospitalisations aussi, une augmentation du passage au niveau des urgences. Voilà. Et sur le fœtus, donc on sait maintenant qu'il y a des répercussions déjà in utero importantes. On sait que le fœtus est très réceptif à tout le monde extérieur, au bruit, au cri.
il y a une sensation qui est importante. Et aussi, on sait que le stress maternel, alors pas un stress de tous les jours, hein, vraiment un stress important avec quand la femme subit des violences physiques ou même psychologiques avec des cris permanents, il y a une augmentation du cortisol. Et ce cortisol maternel peut entraîner une altération dans le développement neurologique du fœtus et une modification de la réponse du fœtus au stress aussi. Donc, même si on a l'impression que in utero, la maman protège son bébé, il y a quand même des conséquences sur le fœtus dès la période anténatale. Donc, cette violence, et après, du coup, cet enfant à naître, il va être soumis à des troubles du sommeil, du fait aussi une difficulté de sa régulation émotionnelle, des troubles anxieux, et par répercussion de ce qui se passe in utero et à sa naissance, des troubles de l'apprentissage, des troubles du comportement. Et aussi, il y a des risques de reproduction des schémas de violence par identification, et aussi parce que in utero, son axe de réponse au stress va être hyper stimulé. Et pour le nouveau-né, je vais juste rajouter quelque chose, c'est que souvent, les bébés quand ils naissent, ils ont soit, ils se font un petit peu oublier, c'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas pleurer du tout, ne pas manger. C'est des bébés qui sont très, très tranquilles, un peu trop tranquilles d'ailleurs. Ou alors, c'est l'inverse, c'est des bébés qui sont en hypervigilance, voilà, qui ont des cris, des pleurs très, très fréquents. Voilà, de façon de réagir un petit peu. C'est la façon de réagir aux violences qu'ils ont déjà senties in utero. Et en fait, après, c'est pareil, on en revient toujours à des conséquences sur l'enfant. Les violences, elles vont impacter le lien parent-enfant. Le parent, de fait de son indisponibilité psychique, va avoir du mal à faire un lien d'attache sécurisé. Donc, les interactions précoces entre l'enfant et les parents vont diminuer ou être moins adaptées. Et du coup, il y a un gros risque de trouble de la parentalité. Donc, en fait, cet enfant à venir, on le protège en commençant à protéger le parent qui est victime. Et du coup, en fait, pour protéger ce parent victime, on va avoir un travail en réseau qui va être indispensable. Ça va s'appeler la coordination, et aucun professionnel ne pourra agir tout seul. Il n'a pas les outils pour agir sur tous les axes. Donc voilà, sur ce schéma, on va mettre en fait la femme enceinte au cœur de notre travail pour la protéger et pour établir des plans de soins. Cette femme enceinte, elle va être en relation avec des professionnels médicaux qui vont suivre sa grossesse. Ça va être l'hôpital, ça va être les professionnels de ville. Donc à l'hôpital, ça va être les gynécologues, les néonatologues, tous les dispositifs d'aide de l'hôpital, les professionnels de ville et tous les professionnels médicaux. Elle va être aussi peut-être en lien avec le volet psychiatrique, donc des psychologues et des psychiatres. Il peut y avoir aussi, comme il y a des consommations plus fréquentes, un lien avec la dictologie. Et après, évidemment, il y a un lien avec les services sociaux. Par exemple, quand il y a des problèmes de logement, des problèmes de droit. Et s'il y a des dépôts de plainte, elle sera en lien avec la police, la gendarmerie, la justice. Donc, en fait, toutes ces personnes autour de la femme enceinte vont mettre en œuvre leurs compétences et leur expertise pour faire un maillage de soutien, assurer une continuité de soins et de suivi et éviter les ruptures qui vont isoler cette femme enceinte. Donc, pour coordonner tous ces professionnels, il faut s'appuyer sur des dispositifs de territoire, notamment la mise en place qui a eu lieu il y a quelques années des staffs médico-psychosociaux, qui sont des lieux de coordination au sein des maternités
Généralement, ils sont gérés par des sages-femmes de coordination de vulnérabilité à l'addiction. Donc, sur ces staffs, j'avais juste oublié de dire, c'est qu'en fait, le lien entre professionnels doit toujours se faire avec l'accord de la patiente. Il est indispensable qu'elle sache ce qui se passe et qu'elle ait confiance aux professionnels. Donc, sur ces staffs, il y a une analyse pluridisciplinaire avec un partage d'informations utiles. On va aussi évaluer le danger. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a un danger immédiat ou pas? Toujours avec la temporalité, évidemment, de la patiente, parce que, comme on l'a dit, des fois, ça va pas plus loin que la parole qui est dite, il y aura pas d'autres choses qui vont se rajouter dessus. Avec tous nos éléments, on peut élaborer un plan d'accompagnement et ce qui va permettre de faire une continuité du suivi avant, après la naissance. Et la complexité, c'est que la femme enceinte, on demande toujours son avis pour faire quoi que ce soit par rapport aux démarches qui peuvent être faites. Mais après, une fois qu'il y a le bébé qui naît, on a aussi un devoir de protection par rapport au bébé. Et donc ça, c'est aussi complexe pour essayer de respecter la temporalité de la femme et en même temps pouvoir protéger ce bébé pour son retour à domicile. Voilà, donc ça c'est assez complexe et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse en discuter vraiment de la situation avec différents acteurs du terrain. Et en fait, en plus, c'est pas pour multiplier les intervenants, mais c'est pour que chacun travaille avec ses compétences. Donc la coordination, du coup, ça va passer par un repérage en amont, une évaluation du danger immédiat et des besoins de la patiente. Dans ce stade de périnatalité, on va faire une analyse pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle et on va proposer un plan d'accompagnement coordonné et adapté à la patiente. Il va y avoir 3 axes d'accompagnement, le soin avec l'obstétrique, la psychiatrie, la pédiatrie, la protection avec tout ce qui est le volet judiciaire et le soutien de la patiente avec toutes les associations, Passerelle, France Victime, la maison des femmes. La maison des femmes peut être aussi un milieu de coordination puisqu'il y aura plusieurs professionnels. Et du coup, on prépare la naissance et le retour à domicile avec la PMI et les acteurs locaux. Et le suivi postnatal de la mère, du bébé et de la famille. Voilà. Donc, bon, comme on l'a vu, donc les violences ont des conséquences majeures sur la mère, la grossesse et l'enfant. Et c'est indispensable d'avoir des coordinations pluriprofessionnelles. Ça va améliorer la sécurité et la qualité des soins. Et en fait, ça va permettre de vraiment d'avoir un lien de confiance avec la femme enceinte et de prolonger son suivi. Donc, en fait, on finit la femme enceinte qui est protégée, c'est un enfant qui va être mieux protégé dès le début de sa vie. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation qui était effectivement rapide mais très claire. Je vous avais mis quelques ressources là en plus. On va passer aux questions. Alors Monsieur Tixier a eu la gentillesse de répondre en direct à certaines questions. Il en reste encore un petit peu, me semble-t-il, notamment la question de pour avoir travaillé en maternité, il est demandé aux équipes d'observer les parents ou la mère pendant 48 heures en sachant parfaitement que cet enfant va être retiré. Pourquoi imposer cela aux parents et surtout aux équipes? Alors, je ne sais pas si Monsieur Tixier vous voulez répondre. Je suppose que pas plus parce que sinon vous auriez fait la réponse écrite comme pour les autres questions. Euh, En réalité, il faut du temps pour faire une évaluation sociale de l'environnement. Je pense que alors c'est plutôt les services du CHU et de l'aide sociale à l'enfance qui vont les faire que nous. Il faut quand même, quand on a des personnes en grande difficulté qui arrivent pour accoucher, parfois ça reste, c'est du jour au lendemain sans que ce soit prévu en réalité. Donc il faut quand même un temps pour faire un environnement, trouver éventuellement un père, peut-être des grands-parents. Enfin, ça prend quand même un peu de temps. Et puis il y a aussi des raisons médicales qui sont évidentes parce que parfois il n'est pas possible de faire sortir et de faire placer immédiatement un enfant, alors même qu'il peut avoir un certain nombre de fragilités physiques juste après l'accouchement.
Oui, alors je rejoins parce que j'ai aussi beaucoup travaillé en milieu hospitalier. C'est vrai que c'est le process normal entre guillemets d'évaluation effectivement et notamment du lien aussi mère-enfant et de voir un petit peu l'évolution. Donc c'est toujours un moment très difficile effectivement pour les équipes, mais des fois on préjuge d'un placement qui n'aura pas lieu et vice-versa. Donc c'est pas si simple que ça et ce temps-là semble nécessaire. Voilà. Et je suis d'accord avec vous parce que, en fait, des fois, l'arrivée de l'enfant peut quand même changer la position de la mère sur certains accompagnements qu'elle aurait fait avant et que peut-être elles vont accepter au moment où l'enfant est là. Donc, ce temps à l'hôpital, à la maternité d'observation, il peut être nécessaire par rapport à tout ça. Mais ça rejoint un petit peu le sujet du jour, c'est-à-dire que effectivement, ça met les équipes en difficulté parce qu'on n'a pas encore assez peut-être l'habitude d'accepter le regard qu'on a sur les violences, le positionnement de chacun. Et c'est vrai que c'est des périodes, la maternité, le postpartum, où les choses bougent, les lignes bougent. Et ce temps-là d'observation et d'évaluation, il semble nécessaire. Alors, du coup, je redescends parce qu'il y a pas mal de questions sur le son, mais c'est pas l'objet. Alors ensuite, on a une question là. Mais si la femme enceinte s'oppose au travail RCP anténatal et expose son bébé à des complications, on se doit de révéler, pardon. Elle est elle-même en situation de vulnérabilité selon les recours HAS. Alors, ça, c'est toujours très, très délicat parce que, en fait, effectivement, il y a des femmes qui n'ont pas envie de travailler et qu'on est en danger et qui refusent qu'on divulgue et tout ça. Il faut toujours quand même se poser la question, qu'est-ce que ça va faire, nous, le travail qu'on va faire, ou un signalement, ou la protéger aussi, quel impact ça va avoir sur elle et sur son retour à la maison et sur l'enfant, justement. C'est vraiment des questions qu'on a souvent avec des patientes qui veulent pas qui veulent pas porter plainte, qui veulent pas partir et tout. On se dit quel est le danger, quel va être le danger pour la suite pour elle. Si on fait ce dépôt, enfin, si on fait un signalement de personnes vulnérables, quel impact ça va avoir sur elle? Est-ce que ça va pas être plus destructeur que efficace? Est-ce que on peut contourner pas la violence, hein, mais est-ce qu'elle peut pas se protéger autrement puisque à ce jour-là, elle n'est pas capable d'aller plus loin dans sa démarche euh, pour se protéger? Est-ce que la famille ne peut pas l'aider? Est-ce que voilà, de mettre en place d'autres stratégies si elle ne veut pas aller plus loin? Alors des fois, effectivement, on est obligé parce que il n'y a que ça qui existe. Mais voilà, toujours dire oui, on sait qu'elle est vulnérable, on sait que l'enfant est en danger, mais comment va être perçue notre démarche, quel impact elle va avoir. D'où l'intérêt des staffs de pouvoir discuter ensemble de ces situations et des impacts qu'elles vont avoir sur tout ce qui va se passer. Oui, c'est souvent très complexe cette situation parce qu'il y a le point de vue de la maman qui a besoin de temps, qui nous réclame souvent de patienter, de ne pas faire de signalement parce qu'effectivement après les conséquences, c'est pas toujours ce que ça va donner par rapport à son bébé. Et en même temps, on est parfois inquiet aussi de, de la sécurité du bébé quand il va arriver dans ce couple. On ne sait pas trop comment elle va pouvoir le protéger, en sachant que souvent elle minimise les violences. Donc, je suis d'accord que c'est assez compliqué et c'est pour ça que c'est important de faire un travail en équipe. C'est très important. Si je peux me permettre sur cette thématique-là, il ne faut quand même pas perdre de vue les obligations légales qui sont faites aux soignants, aux assistants sociaux, enfin à tous les personnels de santé en règle générale. Le principe, c'est quand même l'article 40, c'est que tout fonctionnaire qui a connaissance d'une infraction est tenu de le signaler. Et le second principe, c'est la non-assistance à personne en danger. Donc, tout ce travail de préparation qui est fait par les équipes et qui est extrêmement important sur comment on l'amène, du point de vue de la justice, dès lors qu'il y a un danger pour la femme, pour quiconque ou même pour les enfants, et que ce danger, il est important, il est immédiat,
le signalement, il devient une obligation. Alors que ce soit un signalement sur des infractions au titre de l'article 40 ou que ce soit ce qu'on appelle des informations préoccupantes pour signaler qu'il y a des problématiques d'éducation, il faut quand même pas perdre de vue qu'au-delà du nécessaire accord de la patiente, qui est pas indispensable, hein, je le rappelle, hein, on peut avoir des signalements contre l'accord de la patiente ou de la maman. Ce signalement, et cette information préoccupante doit primer l'intérêt de la victime ou de l'enfant. Tout à fait. Mais là, on parle de danger vital, en fait. Mais très souvent, c'est plutôt, on réfléchit comment ça va se passer un enfant qui vit des violences psychologiques. Quand il y a des violences physiques, c'est assez facile pour nous. C'est plutôt quand il y a des violences psychologiques qui sont au sein du couple et qui perdurent. C'est plus ça que les violences physiques où là, on n'a pas tellement de choix. Enfin, quand vous dites, hein, on a une obligation de signalement. Oui, mais vous voyez, nous, on reçoit au parquet de Montpellier, on reçoit énormément de signalements pour des situations d'enfants qui expliquent les violences psychologiques qu'ils subissent, des problématiques de nourriture, des problématiques d'habillement, des problématiques de rabaissement par tel ou tel frère, par les parents parfois. Vous savez, dans notre parquet, il y a un peu moins d'un an, on a un enfant qui est mort de maltraitance dans sa famille et c'était les parents et les frères et sœurs qui s'y sont mis à plusieurs ils se sont mis à tous en fait, pour lui faire une vie d'enfer. Et cet enfant, il est décédé parce que finalement, il n'avait plus assez à manger. Donc, on est sur des situations quand même qui sont très difficiles à identifier, mais qui pour autant sont importantes. Ouais, c'est des sujets très, très sensibles, on en a conscience. On a d'autres questions peut-être plus pragmatiques et plus faciles à répondre. Savoir la preuve, peut-être que vous avez répondu entre-temps du coup, Monsieur Tixier, mais Oui. Alors, comment vous la la preuve, en fait, la preuve. la Mm. preuve, quand on n'a pas de preuve physique, on a des témoignages. Enfin, la victime va nous expliquer ce qui s'est passé. On a la possibilité de récupérer un certain nombre d'éléments sur les lieux de l'agression. On a la possibilité de récupérer les habits que portait la victime lors de l'agression. On a la possibilité d'envoyer celle-ci à l'unité médico-judiciaire qui va élever des prélèvements de façon à ce qu'on ait des écouvillons vaginaux, anaux, etc. Euh, voilà, pour ensuite envoyer au laboratoire qui va pouvoir établir un profil génétique. On a également les témoignages qui sont très importants. On a également donc tout ce qui est confidences qui ont été données par la victime après ce qu'elle a subi. On a aussi des modes opératoires de certains prédateurs qui sont toujours les mêmes. Et lorsqu'on a plusieurs victimes, on arrive à identifier un mode opératoire qui rend crédible les accusations d'une seule victime, qui n'aurait pas forcément été, j'en suis désolé, si elle avait été toute seule, confère Patrick Bruel, hein, par exemple. Voilà, tous ces genres d'éléments qui vont s'agglomérer pour former une crédibilité de témoignage. Je suis désolé de vous dire les choses aussi clairement. C'est difficile à établir un viol parce que clairement, il n'y a pas forcément de violence physique. Il peut y avoir de la contrainte, il peut y avoir une victime qui dort, il peut y avoir une victime qui ne sait pas dire non parce qu'elle est paralysée, parce qu'il lui arrive. Parce que tous les viols pardon, ne sont pas des viols avec violence. Hein. Bien au contraire, on a énormément de viols avec de la contrainte, sans violence, de la contrainte psychologique. On a eu des violeurs qui agissaient avec comment dire, des menaces de suicide, des menaces d'automutilation, des choses comme ça. On sait très bien que dans le viol conjugal, il n'y a pas nécessairement de violence, mais qu'il y a une contrainte psychologique qui va s'établir tout au long du mariage, pour autant que le mari soit pas attentif au désir de son épouse. Mais tout ça, c'est extrêmement difficile à prouver. Sur le viol conjugal, on a beaucoup de femmes qui nous expliquent qu'elles ont été violées parce qu'elles se sont livrées à l'acte sexuel de nombreuses fois sans être vraiment consentantes, mais sans non plus s'y opposer. Donc, et là, on ne peut pas prouver l'absence de consentement, si vous voulez. On est dans cette logique-là, c'est la loi qui le prévoit. Hein. Dire à ce jour, quelles qu'aient été les améliorations de la loi, le viol, l'agression sexuelle reste toujours une infraction intentionnelle. Voilà. Donc, pour prouver l'intention de l'auteur, ça reste quand même très compliqué. C'est pas satisfaisant du tout, on ne pourrait pas dire le contraire. Mais voilà. La preuve, en fait, on va l'avoir avec tout un ensemble d'éléments disparates qu'on va pouvoir réassembler pour dire, en fait, tous ces éléments mis bout à bout forment une crédibilité. Malheureusement, on n'est pas en état de le faire systématiquement et c'est pour ça que il y a beaucoup de plaintes pour viol
qui sont classés sans suite, parce qu'on n'est pas en mesure de faire la preuve de ce viol-là. Et encore une fois, la parole de la victime, quel que soit son âge, hein, elle suffit pas. Alors, je comprends que ça puisse heurter un petit peu. On a des questions qui arrivent, mais malheureusement, on a déjà dépassé le temps. Je vais poser la dernière question qui était posée. Voilà, c'est quand déclenchez-vous une enquête pour établir les preuves de violence? Ah Qu'est-ce bah, qui... dès qu'on a une plainte, dès Voilà. qu'on a Donc, une plainte, on déclenche une enquête. c'est la plainte qui déclenche l'enquête. Voilà. Ouais. Pas seulement, c'est-à-dire qu'on a parfois des interventions des services de police avec des victimes qui veulent pas déposer plainte et on part quand même en enquête. C'est-à-dire que quand on a par exemple des voisins qui appellent parce qu'il y a des scènes de violence dans un appartement et que les policiers interviennent, ils vont sortir l'auteur des violences, ils vont prendre la dame. Parfois la dame, hein, faut le savoir, ça c'est fréquent, refuse de porter plainte et pourtant il y a des stigmates de violence sur elle qui sont assez visibles. Là, on part en enquête. On part en enquête indépendamment des plaintes. Ok, très bien. Bon, Je veux bien répondre au spectateur anonyme, en revanche, pardon, qui m'accuse de oui, propos allez-y. masculinistes. Non, Allez-y. mais je ne sais pas ce que veut dire cette personne. Alors, Euh, alors je suppose que c'est en réponse à mais je la... répondrai volontiers, je vous l'ai dit. Alors, c'est la réponse, la question à laquelle vous avez répondu par écrit. Donc, c'était Mm. par rapport à la mise à l'abri des enfants, enfin, non, voilà, non présentation de l'enfant et que vous avez fait une réponse. Je n'ai pas lu Mais je suis comme ça. désolé de vous le dire, pour choquant que ça puisse vous paraître, hein. Il y a des femmes qui utilisent la non-représentation d'enfants comme étant un moyen de violence psychologique sur l'ex-mari. Pardon, mais c'est une réalité. Alors, je ne dis pas tout le temps, loin de là, hein. Il y a aussi des femmes qui utilisent ce moyen parce qu'il y a des accusations de violence sexuelle de la part de l'ex-conjoint. Et là, on est dans quelque chose de plus légitime. Mais on ne peut pas vivre dans un monde, j'en suis désolé, euh, dans lequel on considérerait que la victime est toujours victime et qu'il n'y a pas de mensonge, parce que c'est pas vrai. Moi, ça fait 9 ans que je suis en charge des violences conjugales au parquet de Montpellier. C'est vraiment moi quelque chose qui m'anime profondément. Je tiens à vous le dire, sinon j'aurais pas tenu 9 ans, je pense. Et la défense des victimes de violences conjugales, c'est quelque chose qui m'anime. Mais la réalité, c'est que vous avez des gens qui vont tenter d'utiliser la justice euh, pour obtenir, quel qu'en soit le prix, hein, pour obtenir la garde de leur enfant. Il y a des gens qui vont tenter aussi d'utiliser la justice ou la police pour obtenir les appartements. Ça existe. Alors, c'est pas du tout majoritaire, loin de là, hein. Ne vous méprenez pas sur mes propos, mais ce sont des réalités. Et nous, moi, mon travail en tant que professionnel de la justice, c'est d'essayer de trier le bon grain de livret et de ne pas me faire manipuler par ces personnes. Mais de la même façon, et je l'ai écrit dans ma réponse, vous avez énormément d'hommes qui vont utiliser les enfants comme étant le moyen de continuer à faire pression sur leur ex-conjointe, hein. Ça, on le voit très bien avec tout ce qui est harcèlement. C'est un moyen de harcèlement. Récupérer les enfants, les rendre un peu tard, ou mettre la pression pour avoir les enfants, alors qu'ils ont des interdictions de contact, continuer à appeler madame en disant ah, mais j'ai besoin de nouvelles des enfants. Pas du tout, ils n'ont pas du tout envie. Ils veulent juste lui rappeler qu'ils sont là. Mais pour autant, je suis désolé pour un spectateur anonyme, mais la réalité existe aussi dans l'autre sens, hein. Et voilà. Et puis après, bah, si mes propos vous paraissent masculinistes, j'en suis désolé pour vous. Mais clairement, c'est pas le cas. Moi, je suis. En revanche, je vous dis ça. En 9 ans, j'ai vu beaucoup de situations et je crois avoir une vision assez claire de ce qui se trame, en tout cas dans l'axe police-justice sur les violences conjugales. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Je suis désolée, on ne peut pas répondre à beaucoup plus de questions. C'était hyper intéressant. Je vous rappelle qu'il y aura d'autres webinaires qui vont suivre sur le sujet des violences. Le prochain, donc là, il y aura le replay déjà de celui-là en ligne dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube. Pour contacter le RPO, c'est le mail contact habituel. Et le prochain webinaire, le 9 octobre, sur violence, grossesse et mineurs, spécificités médico-légales et protection. Et le 5 novembre, évolution des violences et des réponses judiciaires, l'articulation santé-justice. Voilà, on aura l'occasion du coup de débattre à nouveau de différents sujets, même s'ils sont sensibles. On a conscience que justement ça vous anime aussi et que ça crée des réactions. C'est très bien. Merci en tous les cas. Je vous laisse les intervenants dire au revoir également, mais merci à tous et à bientôt. Merci à vous et une très bonne journée. Au revoir. Ouais.
Merci beaucoup. Merci aussi à Au vous. revoir. Bonne journée. Au revoir.